Alors, on va vous présenter un peu ce projet, donc e-Synergie, qui est issu d'une longue réflexion avec nos partenaires et qui se lance finalement aujourd'hui. Donc, on est assez heureux de pouvoir vous présenter finalement en avant-première et officiellement le contenu de ce projet d'innovation. Certains d'entre vous qui sont ici présents sont des early adopters hein, qui nous ont aussi accompagnés et fait des lettres de soutien. Donc, on les remercie, c'est grâce à eux que le projet peut voir le jour. Alors, là-dessus, on va parler finalement d'IoT au service de l'économie bleue et de l'environnement marin. Donc là, on parle du littoral et de l'innovation qu'on va pouvoir apporter grâce à l'IoT dans ce milieu à queue. Alors aujourd'hui, donc les deux partenaires principaux donc, du projet, les porteurs du projet, c'est Sinox et l'IES. Donc on reviendra après un peu dessus sur qui on est et pourquoi on est parti sur ce projet. Mais je voulais tout d'abord faire un petit laïus rapidement sur pourquoi finalement on est parti sur ces enjeux-là, sur ces enjeux autour de la mer, autour donc, de l'IoT marin, parce que c'est une activité qui est assez énorme, hein, donc l'activité de l'économie marine au niveau mondial, on parle de 1500 milliards de dollars. Il y a le milieu marin, pour certains d'entre vous qui sont déjà dans ce secteur-là, vous savez que c'est plus de 25 millions de bateaux construits dans le monde par an. On a plus de 2 500 000 quasiment aires marines protégées rien qu'en France et c'est plus de 31 millions d'emplois directs. Vous voyez, c'est une économie qui est, à mon avis, méconnue et qui est très importante et l'innovation à sa part entière à l'intérieur parce que de plus en plus d'actions, d'activités autour donc, de ces espaces maritimes sont utilisés. Et forcément, il y a des enjeux autour de comment monitorer les impacts de ces espaces maritimes par rapport à l'activité de l'homme, comment on peut accompagner l'évolution de ces activités et de l'échange qu'il peut y avoir ensemble. On voit qu'il y a du transport, du nautisme, de la pêche, de l'aquaculture, de l'éolien en mer maintenant qui arrive donc de plus en plus, des activités portuaires et tout ce qui est tourisme côtier. Et donc, comment inciter finalement à avoir cette coactivité raisonnée dans cet environnement marin. C'est un peu l'enjeu que l'on veut arriver à répondre, cette problématique autour de l'interdépendance des activités et qui demande à avoir une meilleure finalement connaissance environnementale. On s'est aperçu que finalement c'était tellement vaste qu'on avait une méconnaissance du milieu marin. On a aussi une méconnaissance de l'usage, comment utiliser finalement ce milieu. Et les outils qu'on a pu observer et étudier pendant plusieurs années, quand on a fait notre étude de marché, étude technologique, c'est qu'ils ne sont pas encore non industriels ou fermés. Donc non industriel, c'est-à-dire que c'est par rapport à l'expérience que l'on a dans le monde du véhicule connecté, des smart cities, des bâtiments connectés, de l'agriculture, du transport. Là, le milieu donc, maritime est encore beaucoup d'axes de progrès sur la partie industrialisation. Et donc, les 8 finalement axes et enjeux auxquels on va devoir arriver à répondre, ce projet va vouloir répondre, sont autour donc, du coût, arriver à avoir des solutions qui sont à un coût plus bas, forcément. Il faut savoir qu'une bouée, par exemple, marine, comme vous voyez, la Viking, qui est utilisée par l'Ifremer dans le milieu donc, de la connaissance du milieu marin, coûte entre 8 000 et 40 000 euros. Ça, ce n'est pas possible de déployer après à grande échelle. La miniaturisation, c'est comment réduire donc ces objets connectés, ces capteurs marins le plus petit possible pour qu'on puisse les utiliser sur des bateaux, sur des environnements beaucoup plus multipliés. De travailler sur l'autonomie énergétique. L'enjeu, elle est là, c'est comment rendre ces objets
totalement autonome et d'avoir des systèmes qui sont complets, de bout en bout, de la captation au traitement, à la remontée de données, au traitement et à l'analyse de ces données. On est quand même dans des environnements très contraints. L'environnement marin est difficile. Il y a du biofouling, il y a du fouling, il y a de l'enjeu salin, il y a de l'humidité fortement. Donc, comment avoir des objets qui sont industriels dans cet environnement-là? On veut travailler sur le côté temps réel. Les données sont finalement actuellement remontées que de manière très spartiate ou à des périodes trop larges. Donc l'objectif, il est d'être beaucoup plus sur le temps réel, d'être plus ouvert et interopérable. On sait que dans l'IoT, dans les systèmes qui marchent, c'est des systèmes qui sont ouverts vers d'autres systèmes, qui permettent donc d'avoir des interactions avec d'autres systèmes, c'est pas d'être complètement fermé. Et bien sûr, l'objectif est d'avoir une vision et une approche d'éco-conception, parce que si on veut mesurer l'environnement marin et l'activité, et si on veut contribuer finalement à mesurer les impacts de l'homme sur ce milieu-là, le capteur en lui-même ou la solution dans son ensemble doit être éco-construit. Alors, on est deux porteurs de projets. Sinox, rapidement, on est donc un éditeur de plateformes IoT. On travaille donc sur les objets connectés et l'exploitation des données qui viennent de ces objets et de finalement la manière de mettre en œuvre une solution avec les capteurs, les réseaux, les plateformes de stockage de données, le travail sur la donnée et la restitution. Et on a un leitmotiv, en fait, c'est pour ça que ce projet nous passionne, sur lequel on le stand, parce que l'IoT, on veut que ce soit une évolution éthique et environnementale pour l'homme et sa planète. Et là, on est au cœur, finalement, du système, c'est-à-dire que l'innovation doit être aussi très éthique sur la gestion de la donnée, la protection de la donnée, les typologies donc, de matériaux utilisés. Donc, on est au cœur de ce système-là. Donc, Sinox, ça fait 15 ans qu'on existe. On gère un peu plus de 70 000 objets connectés dans la nature. Et donc, avec un peu plus de 540 clients et qui sont aussi bien dans des smart cities, des transports, des bâtiments. Et donc, c'est vrai que c'est nouveau pour nous d'adresser donc le monde maritime et le monde de la plaisance. Et je vais laisser la parole maintenant aussi donc, à l'IES parce que ce projet ne se fait pas tout seul, il se fait avec des complémentarités et c'est issu d'une réflexion qu'on a depuis longtemps donc, avec Ariel qui parlera après et avec l'IES. Et donc je vais laisser la parole à Philippe pour présenter finalement l'IES. Bien, bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour cette conférence de presse qui nous réunit autour du projet e-Synergie. Effectivement, Emmanuel, qui aurait pu se douter il y a quelques années de cela que nous allions nous retrouver autour d'un si beau projet qui est e-Synergie, au départ sciences participatives et aujourd'hui eh bien, largement déployé sur d'autres secteurs industriels très, très intéressants. Donc, je suis Philippe Combette, le directeur de l'Institut d'électronique et des systèmes, qui est une unité mixte de recherche de l'Université de Montpellier et du CNRS, qui était basée à Montpellier sur le campus Saint-Priest. Donc, l'IES, c'est un laboratoire de recherche qui rassemble 250 collaborateurs qui travaillent tous au sein d'une même structure, au sein de 9 équipes de recherche et d'une équipe de recherche et de développement que présentera Yves Elkaïm tout à l'heure. Nous avons des services d'appui à la recherche, des équipes de soutien scientifique, des services communs et des plateformes. Tout ceci pour concourir au fait que l'IES est un laboratoire qui se positionne sur le développement de capteurs et de composants pour les environnements hostiles, contraints ou critiques. Donc, 5 axes thématiques structurent le laboratoire qui permettent de rassembler les forces de recherche autour de domaines tels que la photonique et les ondes, les matériaux, les capteurs et l'instrumentation, l'énergie
et enfin la fiabilité des systèmes en environnement sévère. Donc, nous offrons des solutions technologiques à différents défis sociétaux tels que la transition énergétique, le renouveau industriel, la sécurité, l'information et la communication, et depuis maintenant quelques années de cela, l'environnement et la santé. Donc, le projet e-Synergie s'inscrit pleinement dans une dynamique d'ouverture de l'IES vers l'environnement et plus spécifiquement vers celui des sciences marines et de l'industrie maritime. Donc, effectivement, depuis, l'IES est souvent cité pour développer eh bien, des capteurs, des systèmes électroniques, plutôt pour des environnements relativement compliqués tels que l'on peut les trouver dans la défense, dans l'énergie nucléaire, dans l'industrie lourde. Et lorsque l'on m'avait contacté il y a quelque temps de cela pour savoir si ça était intéressant de développer des capteurs pour la mer, je m'étais dit naïvement, si on peut faire des capteurs pour les réacteurs nucléaires, on va vraisemblablement pouvoir les faire pour le milieu marin. J'étais bien loin de penser que la mer était un milieu hostile, et il n'est pas hostile par le fait qu'on y trouve des produits chimiques, quoique en ce moment c'est un petit peu le cas, mais en tout cas il est hostile par le fait que, eh bien, dès lors qu'on met un capteur dans l'eau, la vie se développe autour de lui et le capteur devient rapidement soit inefficace, soit complètement hors d'usage. Donc clairement, là, ce qui était pour moi quelque chose de relativement, on va dire, assez facile d'accès, est devenu tout aussi hostile que les milieux pour lesquels nous avons l'habitude de travailler. Et là, c'est clairement un challenge que nous avons décidé de relever avec, dans la droite lignée de mon prédécesseur Alain Foucaran, depuis quelque temps. Donc, nous ouvrons l'IES vers le milieu marin, avec à la fois de l'amour et des preuves d'amour, des preuves d'amour avec l'achat de bateaux, de développement de drones et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui est au cœur, en tout cas au cœur du directeur et au cœur de bon nombre d'équipes de recherche. Donc, avant de céder la parole à mes prédécesseurs, je voudrais évidemment remercier à la fois tous les partenaires et les, on va dire, et les participants à ce projet, qui sans eux ne pourraient avoir vu le jour. Mais je voudrais également remercier la région, alors, la région avec un grand R et aussi les services de la région avec un grand S, qui ont permis de soutenir ce projet et de donner vie à quelque chose on croit maintenant depuis de bon nombre d'années, et qui, nous le pensons, propulsera en tout cas l'Occitanie-Est vers des avenirs radieux autour des sciences participatives, océanographiques et de l'industrie maritime. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. J'ai Donc, tenu le temps, Emmanuel, c'est bon? je ne sais pas. Non, c'est très bien. Merci à toi pour présenter l'IES. Donc, peut-être que Yves, tu peux présenter un peu justement quel va être l'apport de l'IES et de l'IES Engineering dans le projet. Ah, tu as ton micro coupé, Yves. Attends, c'est bon. IES Engineering, c'est comme l'a dit Philippe Combette, donc une équipe de recherche et développement de l'Institut d'électronique qui est directement rattachée à la direction de l'unité. Donc notre objectif, c'est de contribuer à la valorisation et au transfert des résultats de la recherche appliquée de l'IES. Et on a pour mission de valoriser les expertises et les moyens de l'unité, de fournir un appui aux entreprises innovantes en demande de technologies issues de la recherche, d'établir un lien fort avec les acteurs socio-économiques et de contribuer au développement de l'activité partenariale du laboratoire, notamment en s'inscrivant dans des actions de recherche et développement avec des partenaires publics ou privés et en lien fort avec les appuis institutionnels de l'innovation, dont la région. Dans ce contexte, IES Engineering peut apporter au sein de partenariats des solutions de pointe, comme l'a dit Philippe, pour l'observation, la mesure et l'analyse de phénomènes physiques, physico-chimiques, biologiques, en environnement hostile ou en conditions extrêmes. Et IES Engineering a, dans la droite lignée
de l'ambition de l'IES de participer à la résolution de grands enjeux sociétaux tels que les enjeux énergétiques, l'eau, les technologies spatiales, l'Internet des objets et les enjeux maritimes. US Engineering est fortement impliqué dans plusieurs projets collaboratifs tels que, alors, pas nécessairement au sein des enjeux maritimes, mais je cite l'exemple du projet IRO, qui est un projet Redinov qui a été fortement soutenu par la région Occitanie et qui consiste à créer des solutions de mesure automatisées pour un diagnostic rapide de recherche de fuite d'eau sur le réseau souterrain d'eau potable, et également des projets en lien avec la mer tels que le projet Smart Coral Trees qui consiste à faire du monitoring en temps réel de pépinières à coraux pour l'étude de la dégradation des récifs coralliens dans le Pacifique Sud. On est également engagé dans le projet CEMAS qui est un projet porté par l'ADEME et qui consiste dans le développement de stations mobiles de surface autonomes permettant de déployer des systèmes de drones sous-marins et capable d'assurer une permanence à la mer, donc un projet sur des enjeux qui sont dans la droite lignée de notre engagement mer. Je vous remercie. Merci Yves. Donc, comme autre partenaire donc, du projet, on s'est entouré, donc, et à l'origine aussi du projet, il y a Ariel, qui va nous dire un peu, la genèse un peu aussi de ce projet, vers où on va. Moi, je veux faire un focus donc sur Labs 214 qui nous rejoint, qui est une petite entreprise donc, de Montpellier, mais qui travaille sur le design sprint, et ça nous tient à cœur de pouvoir les intégrer. Parce que c'est l'écosystème montpelliérain, mais c'est surtout de travailler l'expérience utilisateur, et c'est au cœur donc de l'esprit, c'est d'arriver à avoir des solutions technologiques, mais qui ont un intérêt et un sens pour les utilisateurs, que ce soit, on va le voir, des loueurs, des ports de plaisance ou des professionnels donc, de l'aquaculture. Il est important que les solutions servent. Et donc ça passe par des professionnels de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, l'UX. Donc c'est un acteur qui est fort. Yves, tu peux rebondir avant qu'on laisse la parole à Ariel sur qui est IMS Solutions. Oui, alors la société IM Solutions, c'est une société qui est spécialisée dans la construction de drones de surface. Elle est implantée dans le domaine de l'environnement, de la surveillance des eaux, de l'hydrographie, des énergies marines renouvelables, des géosciences. Et en fait, on a noué un partenariat, l'IES a noué un partenariat particulier avec IM Solutions. Et cette société sera prochainement accueillie au sein de l'espace entreprise du laboratoire à Montpellier. La société IM Solutions va fournir au projet un appui important en matière de vectorisation des solutions de mesure qui seront développées, un appui en matière de mise en œuvre de campagnes de collecte de données entièrement automatisées dont ils ont l'expertise, et également un appui en matière de marinisation de systèmes électroniques. Voilà. Ariel, donc alors, d'où vient ce projet finalement et où on va? Si tu commences à introduire comme ça, faire court, ça va être difficile. Alors, il faut que le faire court quand même. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ariel Fuchs. Je suis consultant spécialisé dans le domaine des sciences et technologies dans le domaine maritime et puis avec un axe aujourd'hui dans le spatial aussi. Avec mes amis Emmanuel et Philippe, et puis Alain Foucaran, que Philippe a cité précédemment, l'ancien directeur de l'IES. C'est vrai qu'on a réfléchi très, très en amont sur la nécessité de trouver des systèmes de collecte de données, d'avoir des systèmes de mesure plus performants, puisque les sciences marines sont toujours de plus en plus gourmandes en données, et qu'il est essentiel d'avoir un certain nombre de capacités à mesurer des paramètres physico-chimiques, biologiques et autres dans le domaine marin. Alors évidemment, on était parti sur des idées plutôt scientifiques, plutôt sciences marines participatives, et puis ce projet s'est densifié, a mûri, a maturé, comme on dit un peu dans les startups, pour évoluer sur du service aval, du service presque économique en accès aux entreprises qui travaillent en lien avec le domaine maritime, dont Emmanuel a parlé tout à l'heure. Et donc, moi, je suis très heureux que ce projet
est évolué de la sorte. Et c'est vraiment le mariage en fait des nouvelles technologies, de la révolution électronique appliquée au domaine maritime. Et on ouvre une nouvelle ère, je pense, avec ce projet dans le domaine de la capacité à collecter et transmettre la donnée à des utilisateurs finaux. Donc, ce projet, je pense qu'il va dans le bon sens pour aller dans la direction qu'on souhaite tous. Et surtout, je pense, avec une capacité à répondre à la fois à des enjeux globaux de compréhension des mécanismes marins et aussi une réponse à des besoins dans les secteurs économiques qui, eux aussi, sont soumis aux aléas climatiques, océanographiques, dus effectivement à la modification des écosystèmes. Donc, je pense qu'on va amener un vrai savoir-faire grâce à l'IES et grâce à Sinox dans ce domaine. C'est assez original, hein, parce que, je le souligne, les sciences marines ou l'océanographie traditionnelle est aux mains on va dire, d'une famille de personnes qui sont issus du monde de la science marine et de l'océanographie. Et là, on a justement au croisement de la recherche et des nouvelles technologies, un institut d'électronique et une société dans l'IoT qui vont amener, je pense, à la fois des capacités technologiques nouvelles et surtout des idées qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin sur les services. Moi, je suis très heureux de voir ce projet avancer et j'en profite, moi, pour remercier bien sûr la région aussi, mais aussi je voulais remercier toutes les personnes dont je vois certaines présentes ici, comme Michel Cavaillès, qui ont cru déjà à l'origine de la première sollicitation et qui nous ont suivis sur la deuxième sollicitation et sur l'évolution de ce projet. C'est early adopters, comme Emmanuel aime à les appeler, qui sont des fidèles, des fidèles suiveurs de notre évolution. Et donc, je les remercie, Michel, nos amis de Folco aussi, je vois Olivier Laporte. Voilà. On va y revenir. On y reviendra. Voilà. Je vous remercie. Parce qu'ils sont importants. Merci, Ariel. Donc, en fait, notre objectif, c'est d'adresser trois typologies d'utilisateurs finaux, qui sont d'une part donc, les clubs nautiques, loueurs de bateaux et constructeurs de bateaux. Donc là, on a un peu plus de 32 fédérations nautiques dans le monde et il y a 100 000 constructeurs de bateaux. Donc, oui, le marché, il est important. Et c'est d'amener pour eux la connaissance de l'usage, et donc certains utilisateurs pourront revenir dessus s'ils veulent, mais l'usage de comment sont utilisés les bateaux, quel est l'usage environnemental, il va être fortement important donc, pour ces utilisateurs-là. Par exemple, un loueur, c'est où est-ce combien de milles nautiques il a parcouru, où est-ce qu'il est allé, est-ce qu'il a subi des chocs. Donc, on voit toutes ces informations qui sont pertinentes à analyser. Donc, ça nous permet d'avoir une première version qui apporte déjà une première innovation, mais on ne peut pas s'arrêter là et d'amener et d'élargir et d'accentuer autour donc, des agences et des parcs marins et des ports, notamment là pour l'analyse un peu plus fine de l'eau, de la qualité de l'eau, hein, pas que de l'usage de la plaisance, mais là on est sur l'eau en elle-même pour arriver à déjà contrôler, mesurer, parce que pour voir un impact, il faut mesurer avant, il faut mesurer pendant, il faut mesurer après, et c'est là tout l'enjeu d'arriver à historiser finalement ces mesures et multiplier finalement ces mesures. Donc c'est ça qu'on va faire donc, sur cette deuxième partie. Et en fait, on continue après sur le monde des aquaculteurs. Donc là, dans toujours plus d'analyse de la qualité d'eau, améliorer encore sur des techniques un peu plus encore évolutives et d'intelligence artificielle pour être beaucoup plus proactif sur alerter, être prédictif, donc dans l'analyse vraiment temps réel et au plus proche pour arriver à anticiper finalement leur outil de production et améliorer, parce qu'a priori,
ils perdent quand même plus de 30% sur les moules ou sur les huîtres, donc 30% de leur production dû à des enjeux d'environnement qui ne peuvent pas anticiper. Ça perd une... Et donc, justement, on voulait revenir, comme tu l'as dit, donc Ariel, sur les intentions d'utilisateurs. Donc, merci beaucoup. Certains sont avec nous aujourd'hui et on les remercie. C'est-à-dire qu'ils ont cru au projet au début. Et donc là, ça y est, on est lancé, on est avec vous. Donc, et on espère que vous êtes aussi avec nous. Donc, bien sûr, il y a des fabricants donc, de bateaux. Je crois qu'il y a Stéphane donc, qui est là donc, de Grand Large. On a Michel Carriès donc, de Port-Camargue. Hein. Je rappelle qu'il est le plus grand port de plaisance d'Europe. Hein. Donc, les enjeux sont importants. Et je pense que s'il est intéressé par ce type de projet, c'est qu'il voit aussi des intérêts d'évolution pour dynamiser l'usage de la plaisance dans les ports. Donc, on a aussi donc, des associations comme Acobams, Cefralmar, donc, qui sont donc, des agences marines. Et après, vous les voyez un peu tous là, c'est quand même Tavorièche hein, sur le côté aquaculteur, Watson Element sur l'usage donc des ports, c'est Falco, donc sur les points et sur les ports de plaisance. Donc tous ces acteurs-là ont marqué déjà un intérêt et notre objectif, et donc c'est là où on va continuer à travailler ensemble, le but que ce soit de la co-construction aussi avec vous, avec eux, pour que la solution soit la plus en adéquation par rapport à la réponse à leurs enjeux, au modèle économique, aux coûts qu'ils peuvent attendre et aux résultats qu'ils sont en droit d'espérer par rapport à la solution. Alors, quelle va être la solution? Donc, on va rentrer un peu dans les détails. Donc, forcément, on ne va pas non plus rentrer dans tout, mais le but, c'est quand même de vous montrer que l'objectif, c'est de travailler sur la partie capteur, fabriquer des capteurs. Et donc là, l'IES va revenir un peu dessus sur les caractérisations des capteurs qu'on va mettre en œuvre, qu'on va travailler, qu'on va conceptualiser. Et donc, là, il y a un gros enjeu sur cette collecte de données, la bonne donnée, la précision, la fréquence de remontée de ces données, la dérive dans le temps de la donnée. La connectivité, comment on remonte ces données. Donc, on va utiliser plusieurs typologies donc, de réseaux en fonction donc, de l'usage qui va être remonté et de la typologie de la donnée qui va être remontée. On va travailler aussi sur le stockage et donc l'hébergement. Donc là, on pourra y revenir un peu rapidement dessus après. Et bien sûr, après, des plateformes de traitement, d'interaction avec d'autres flux, soit en entrant ou en sortie, avec de l'open data. Donc, on voit qu'il y a tout un enjeu autour de la donnée, autour donc, de ce traitement, du pilotage de tous ces capteurs et des réseaux. Donc là, on va parler beaucoup donc, de plateformes de device management, de connectivité. Et bien sûr, après, derrière, l'analytique, la plateforme de restitution, les applications mobiles pour les différents types d'utilisateurs, qu'ils soient exploitants, qu'ils soient loueurs, qu'ils soient donc port de plaisance, qu'ils soient utilisateurs final, donc plaisanciers. Tout ça, donc on voit qu'il y a des attentes qui vont être différentes. Et donc là, il y a un gros travail donc, sur l'expérience utilisateur et les interfaces qu'on va leur amener. Alors, quelle innovation va être apportée? Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais laisser un peu la main à Yves. Finalement, qu'est-ce qu'on va amener en innovation? Pourquoi les capteurs n'existent pas et qu'est-ce qu'on va créer finalement de plus? Oui, alors IES Engineering va être en charge de la partie captation, qui est la première ligne de ce tableau. Et IES Engineering, dans cette partie, sera en charge de la mise en œuvre de capteurs ou de la réalisation de capteurs innovants, du traitement embarqué des données acquises et de leur stockage temporaire en local, donc en embarqué, de leur alimentation en énergie et de la préservation de la qualité des mesures. Alors, la première colonne que vous voyez, c'est la colonne, c'est ce qu'on appelle le Work Package 1 du projet, donc qui s'adresse au nautisme, au domaine du nautisme. Et ce Work Package 1,
pour la captation va s'adresser principalement à des mesures physiques et va mettre en œuvre alors, essentiellement des capteurs disponibles, même si on envisage de réaliser un capteur particulier. L'effort de développement de ce WP1 va se porter sur la réalisation de l'électronique d'acquisition et de traitement des données et des solutions d'énergie harvesting. Ce qu'on appelle énergie harvesting, ce sont des techniques qui permettent une production en énergie à partir de l'environnement immédiat du capteur. Donc, et de manière à le rendre autonome, et des solutions d'énergie harvesting peuvent être envisagées afin d'assurer à ce dispositif une certaine autonomie énergétique, ce qui fait qu'on peut envisager que le système ne soit pas relié au système d'énergie du bateau. Ensuite, le dispositif s'envisage comme un boîtier autonome et les mesures en mer s'effectuant par des sondes passant par un passecoque. Ça, c'est ce qu'on appelle le casing. Dans la deuxième colonne de ce tableau, donc on est dans le Work Package 2 qui s'adresse aux parcs marins et aux agences environnementales. Ici, on va, alors c'est une partie importante du projet et on va s'adresser à des mesures physico-chimiques avec une reprise ou une adaptation du système électronique qui avait été réalisé précédemment au sein du Work Package 1. L'effort de développement va se porter sur des capteurs innovants, autonomes énergétiquement et peu sensibles au biofouling, avec un développement de nouveaux capteurs ou la miniaturisation ou l'intégration de capteurs existants, dans le but de réduire leur encombrement, de les fiabiliser, de diminuer leurs coûts, avec la mise en œuvre de solutions d'énergie harvesting adaptées à l'environnement et avec la mise au point de solutions anti-fouling. Les vecteurs envisagés pour ces capteurs de Work Package E2 seront alors pourront être des solutions fixes comme des bouées, des capteurs étant installés sur des bouées, ou alors des solutions mobiles telles que des drones flottants capables d'opérer des missions de mesure en autonomie. En ce qui concerne la troisième colonne, là on s'adresse à des mesures biologiques essentiellement sur ponton, on s'adresse à des aquaculteurs. Et cette partie sera élaborée par une reprise ou une adaptation du système électronique embarqué réalisé au Work Package 1 et des techniques anti-biofouling développées au Work Package 2. Donc ici, au WP3, on va reprendre des choses qui auront été élaborées lors des deux précédentes phases du projet. Ces solutions sont adaptées sur ponton, c'est-à-dire qu'on dispose a priori de l'énergie ou de panneaux photovoltaïques qu'on peut mettre en œuvre, donc le problème de l'énergie est moins important. Et l'effort de développement va se porter sur la réalisation de systèmes de mesure de certains paramètres biologiques qui mettent en œuvre essentiellement des méthodes optiques. Et les opérations qui sont envisagées sont le comptage de micro-organismes, des opérations qui sont réalisables par des méthodes de fluorescence ou de microscopie connectée ou de caméras connectées en environnement sous-marin. Donc voilà quelle est l'innovation que nous pouvons apporter dans le projet. Donc, vous avez vu, c'est vraiment une évolution. On commence par une première plateforme technique embarquée et après on s'appuie dessus pour pouvoir monter en puissance et ajouter des fonctionnalités et de l'innovation. Et on va faire exactement la même chose sur la partie transmission. On va commencer donc par rapport à des bateaux, travailler sur des techniques d'envoi d'informations, donc déjà en local, parce qu'on va voir sur le bateau, travailler sur le BLE, le Bluetooth Low Energy, donc la dernière version 5 ou le Wi-Fi 6 ou du LoRa. Ça va être en fonction des contraintes et de ce qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir renvoyer cette information après au niveau terrestre, donc stocker localement et renvoyer au niveau terrestre. C'est du cellulaire, aussi avec Narrowband IoT. On fera évoluer en utilisant le satellite, notamment pour les bouées, le drone ou sur des bateaux de plaisance qui seront en haute mer, en utilisant les dernières technologies de Kinéis, qui sont les balises Argos, par exemple, et qui évoluent avec une nouvelle constellation qui permet donc de capter quel que soit l'endroit dans le monde et remonter donc de l'information.
Et bien sûr, la 5G reste un axe qui va être fort sur la partie ponton. Pourquoi? Parce que derrière, là, on va avoir ce qu'on appelle du edge computing, donc du calcul très local, donc beaucoup plus de masse d'informations, beaucoup de données, de volume de données. Et donc là, la 5G est vraiment une techno qui va être très intéressante sur ce côté temps réel et sur ce côté volumétrie de données renvoyée, surtout si, par exemple, c'est par de la vidéo. Donc, on utilise vraiment les toutes dernières technos qui peuvent être sur le marché, qui ne sont même pas encore certaines commercialisées, comme Kinesis, qui commence juste au 5G. Sur l'architecture, vraiment, il y a des innovations sur l'interopérabilité, la normalisation. Quand on parle d'ouverture des capteurs, c'est beaucoup de capteurs, et pour nous, on en a déployé des dizaines et des dizaines de milliers. Chaque fabricant a finalement son propre protocole et ils ne sont pas ouverts, ils ne sont pas normés, ils ne respectent pas les niveaux de sécurité qu'il faut. Donc là, en partant d'une feuille blanche, nous, on voit finalement comment ces capteurs vont évoluer dans une normalisation pour qu'on puisse faire du device management, donc de la gestion à distance de ces objets, parce que c'est une chose d'avoir une centaine de capteurs, mais quand on commence à en avoir 1000, 2000, 5000 qui sont dans la nature, il faut vraiment industrialiser le déploiement et le suivi à distance. Et bien sûr, la protection de la donnée, quelque chose d'important, surtout si on est sur des bateaux, sur la géolocalisation, la protection de la donnée personnelle, la confiance qui va être amenée, elle est importante donc de gérer ça. Et donc, on va évoluer comme ça. Au début, ça va être cette partie-là. Après, on va accentuer le côté sécurisation, accentuer le côté, ce qu'on appelle data scrapping, c'est-à-dire la véracité de la donnée. Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle est bien corrélée pour qu'on puisse bien vraiment l'utiliser pour de l'intelligence artificielle et qu'elle soit vraiment un sens sur les algorithmes? Et derrière, ça va, on a dit, nous, on est une société commerciale, donc le but, c'est de faire une solution qui est industrielle, commercialisable, donc ce qu'on appelle l'enrôlement automatique, tout ce qui est plateforme et haute disponibilité, c'est important pour quelque chose qui va être déployé dans le monde entier, en multilangue, et qui puisse être souscrit par des distributeurs, par des intégrateurs. Tout ça, c'est une offre qui n'est pas que en prototypage, c'est une offre qui est commercialisable à grande échelle avec la haute disponibilité. Donc ça, c'est sur l'architecture. Sur la plateforme de restitution, on voit qu'on va travailler sur la transparence de la donnée. Alors la gamification, c'est un terme qui est très sympathique. C'est-à-dire que le but, c'est de travailler aussi avec les plaisanciers. Comment, finalement, on implique les gens dans l'intérêt de la donnée, des informations qui remontent, parce qu'il peut y avoir des informations techniques, l'usage du bateau, comment il a été utilisé, mais comment on accepte finalement qu'on remonte de la donnée si on n'a pas un retour d'information. Donc là, il y a tout un travail, ce qu'on appelle sur l'expérience utilisateur. Et donc là, c'est l'ABS 214 qui va s'y coller. Et donc, on compte sur eux et sur évidemment les early adopters comme que vous êtes pour arriver à partager avec eux comment on voit la chose, qui sont les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils accepteraient. Et après, on va aller encore plus loin dans l'analyse prédictive. Autant au début, on pouvait être sur de l'analyse préventive. Là, on va faire du prédictif. Donc là, encore plus dans l'intelligence un peu artificielle. Améliorer tout ce qui est web, mobile. On est vraiment sur ces applications-là pour qu'elles soient la plus intuitive possible. Travailler sur l'alerting. Et après, pour finir, vraiment sur… justement, là, on était sur l'analyse préventive et on finit par l'analyse prédictive qui est vraiment des algorithmes un peu plus élaborés. Et pour ça, il faut de la masse de données. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait à la fin. Parce que tant qu'on n'a pas collecté assez d'informations pour pouvoir faire tourner les bons algorithmes, on n'arrivera pas à avoir des bons algos. Et donc, on va travailler sur tout ça. Donc, vous voyez, beaucoup de composants, beaucoup d'innovations. Et le but, c'est cet assemblage-là qui amène une cohérence, qui amène une offre qui va être globale, innovante et qui correspond. 44, on a tenu le timing. Oui. Non, parce que l'intérêt aussi, c'est que vous posiez des questions. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et qu'on puisse échanger donc ensemble sur ce que vous avez compris, vos observations. Il y a à peu près tous les acteurs autour de la table, donc c'est le moment d'échanger dessus. Qui veut se lancer?
Bonjour, Cyril Pétard de la lettre M. Bonjour. Oui, un peu faiblement, mais on vous entend. J'ai une question concernant le calendrier entre la phase de R&D, l'industrialisation et la commercialisation. Alors, le programme est sur donc 36 mois, donc 3 ans, avec donc les étapes, on a dit, c'est de faire, en gros, c'est 1 année, 2 années et 3 années, donc les différents éléments. Donc, l'objectif, c'est de sortir des premiers prototypes dès la fin de la première année ou milieu d'année prochaine, pour qu'on puisse commencer déjà à échanger avec les clients déjà early adopteurs, puis après d'autres clients prototypes, pilotes, on appelle, pour une commercialisation. Donc, à la fin de la 3e année, à la fin, donc, on pourra commercialiser déjà pleinement les premières versions. Et après, ça va monter forcément en crescendo dans ce sens-là. Alors après, moi, je veux bien entendre aussi Michel ou Stéphane sur ce que vous en pensez, le pourquoi aussi ce projet peut vous intéresser. Pourquoi, finalement, vous avez signé la lettre d'intention et la lettre d'accompagnement? Ça serait bien. Allez, je peux prendre la parole. Il n'y a pas de problème. Alors, notre difficulté, c'est que nous, on a dans nos équipes des ports, on a quand même un manque de compétences pour bien comprendre comment tout cela va fonctionner, à quoi ça va servir, on peut l'imaginer. Mais on est vraiment dans la réflexion et on a besoin en fait un peu de vulgarisation par rapport à tout ça. Alors, nous, à Port-Camargue, bon, vous le savez, on a engagé des actions de R&D. Déjà, vous dire que j'ai commandé cette semaine 250 modules de communication CPL, voilà, donc, qui vont nous permettre de raccorder 1000 bornes sur le port. On a fait les tests au cours du premier trimestre, pardon, et ils ont été concluants. Voilà, donc on a la technologie qui nous permet de faire de la communication en CPL sur les pontons et utiliser le réseau électrique du port. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, c'est une brique technologique qui pourrait s'ajouter à l'ensemble de ce que vous proposez. La deuxième chose, on a signé un marché avec une entreprise pour développer une application mobile sur la gestion des services portuaires. Ça aussi, c'est une brique technologique que l'on aimerait voir fusionner avec d'autres dispositifs, d'autres systèmes. J'avais réfléchi à une plateforme numérique beaucoup plus importante. On avait commencé à bâtir un cahier des charges. On a laissé tomber parce que le coût financier était beaucoup trop important. Et en fait, ce que vous proposez, c'est ce qu'on avait imaginé. Et moi, ce que j'aimerais, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer sur la partie portuaire, en tout cas, qui est comme un groupe de réflexion, un comité de pilotage, qu'on puisse se voir 1 ou 2 fois par an. On a un groupe transition numérique qui a été constitué au niveau de l'UVPO, de l'Union des villes portuaires d'Occitanie. Et je pense que ça serait bien de pouvoir vous inviter. Comme ça, on mettrait en face l'offre et la demande. Vous êtes en capacité de nous offrir des technologies, nous on a de la demande, comment on les fait aboutir? Voilà, ça me paraît un élément essentiel. Très bien, c'est vraiment l'objectif, et même c'est intégré dans le projet, dans le pilotage de projet, de pouvoir rapidement, d'ailleurs, je pense que Sébastien va prendre la parole, ou Lorraine, qui sont de l'âge 74, et ils vont sauter sur l'occasion pour dire quand est-ce qu'on vient. C'est ça? C'était un peu l'idée. Je ne sais pas si vous avez donné une date. Non, mais sinon, je prends date. Oui, non, mais voilà, il n'y a pas de problème pour organiser une réunion avec l'Union des villes portuaires. On a des partenaires, je vois Falco qui est présent, Olivier Laporte est là. Falco est partenaire de l'UVPO. Ils interviennent sur plusieurs ports aussi, ils offrent des solutions. Donc, ce que je dis toujours à mes collègues, la grosse difficulté que nous avons aujourd'hui par rapport à toutes ces technologies, c'est que chacun réfléchit dans son coin et on est en train d'imaginer les standards de demain.
standards, c'est-à-dire les technologies qui pourront se développer sur les ports. Et ce qu'il faut, c'est, on a la chance dans cette région d'avoir une union régionale des ports qui fonctionne très bien. On a des laboratoires comme les vôtres, on a des entreprises également qui réfléchissent. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on travaille tous ensemble pour qu'on soit un peu leader dans ce domaine et qu'on mette au point les standards de demain qui pourront se développer au niveau national et international. Voilà, on est totalement en phase. C'est pour ça que d'ailleurs Falco est là et l'intention, c'est parce qu'on voit la complémentarité. Il ne faut pas être hégémonique et vouloir tout faire dessus. Il faut être, mais par contre, il faut savoir parler avec les autres. C'est ça. Il y a une cohérence. Et le cœur, c'est toujours l'utilisateur. Il faut qu'il y ait un sens et un intérêt pour l'utilisateur et une compréhension. C'est de la technologie. Des fois, c'est compliqué à comprendre, compliqué à intégrer et voir ce qu'il y a d'intérêt. Donc là-dessus, à nous, à être vraiment ouverts et de travailler ensemble avec les autres acteurs pour que ça réponde à un vrai enjeu. Donc on est dans cet esprit-là. Et peut-être Stéphane, peut-être que tu veux, par rapport à Outre-mer, si tu veux dire un peu… Oui, donc mais nous, donc on est fabricant de catamarans. On a beaucoup de catamarans qui sont sur l'eau et c'est la spécificité, c'est des catamarans de grand voyage. Donc avec beaucoup de propriétaires qui sont aussi sensibles à l'aspect écologique. Et donc cette possibilité d'embarquer des capteurs et d'aller dans des endroits un peu éloignés de tout et de pouvoir récolter de l'information, ramener de l'information. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Donc, on peut aussi être acteur dans le sens d'aller promener des capteurs dans l'eau, d'aller naviguer, récupérer et avoir des retours. Aujourd'hui, on voit que sur la conception des bateaux et l'usage des bateaux, on a plein de capteurs qui nous remontent des informations sur l'utilisation du bateau, sur son énergie, comment optimiser la consommation d'énergie, comment faire le moins possible de moteurs et le maximum de voiles et produire de l'énergie avec des panneaux solaires, avec l'hydrogénérateur pour être le plus autonome possible. Donc aujourd'hui, toute cette dynamique et ce besoin de capteurs, c'est tout à fait dans la lignée de ce qu'on recherche aujourd'hui, des besoins qu'on a aussi et de la demande des clients. Donc je pense qu'ils sont très intéressés par cela et avoir ces informations. Et puis voilà, nous, de pouvoir participer. C'est vrai qu'on a des supports qui font le tour du monde. Donc, de pouvoir embarquer ces capteurs, ça va être pour nous très intéressant de pouvoir remonter de la donnée et de suivre tout ça. Ouais, le fait d'être le plus en amont possible du projet, finalement, vous allez pouvoir aussi influencer la manière dont l'usage et donc soit plus voilà, ouais. À l'intérêt. Ouais. C'est ça l'intérêt pour vous deux. Ouais. Il y a la main levée de M. Combette. Donc, M. Combette, la parole. Moi, je voulais demander à Outre-mer si, à part embarquer les capteurs, est-ce que vous embarquez les directeurs de laboratoire dans les… Alors là, c'est avec les propriétaires surtout où on fait des grands voyages. Nous, on reste faire des petits voyages, mais il n'y a pas de souci pour pouvoir aller faire des essais dans le coin. Il n'y a pas de souci. Ce sera avec grand plaisir de pouvoir faire déjà des premiers essais sur des petites distances avant d'embarquer plus loin. Sur ces sujets-là, on est vraiment intéressé, on est prêt à participer et à mettre à disposition nos bateaux. Je proposerai à l'université d'acheter un gunboat, ils seront intéressés. Oui, voilà, vous nous dites le modèle qui vous intéresse Merci. sur le support et voilà. Donc, Cyril, vous avez d'autres questions peut-être ou quelqu'un d'autre a des questions? Oui, je veux bien. Concernant le lieu de fabrication ou d'assemblage, si les composants ne viennent pas d'ici, et le nom du partenaire industriel. Alors, donc, vous avez compris, donc, toute la partie finalement prototypage jusqu'aux premières séries, c'est avec l'IES. Mais l'IES, après, une fois que c'est conceptualisé, ne font pas la grande série, hein, surtout si on en vend des milliers et des milliers, en fait. Hein. Et donc après, on a une liste de partenaires, ce qu'on appelle des EMS,
donc, qui sont capables donc, de produire en Occitanie. Hein, donc ça, on va privilégier forcément l'acteur, parce que notre objectif, c'est cet écosystème, hein, et donc de privilégier la fabrication en fonction des procédés. Et donc là, c'est l'US qui va nous dire un peu, peut-être qu'il y a des procédés des fois qui sont très, très particuliers sur des sondes. Et là, on sait qu'il n'y a pas forcément l'acteur en région qui permet de le faire. Donc là, on ira voir en priorité en France et après en Europe et en dernier lieu ailleurs. Mais bien sûr, dans cet ordre, on est toujours là. Oui, je vais répondre aussi du côté du laboratoire. En réalité, nous, laboratoire IES, on est amené souvent à monter le TRL le plus haut possible pour aller voilà, faire des démonstrateurs, on va dire, le plus finalisé possible, compte tenu qu'effectivement, actuellement en France, c'est relativement compliqué dans certains secteurs industriels de produire. Donc, c'est bien ça aussi l'objet de ce projet, c'est de tout faire pour que le maximum, on va dire, de création d'emplois liés au projet, parce que Emmanuel ne l'a pas dit, mais il va énormément embaucher sur ce projet. C'est qu'il y ait le maximum de choses qui soient faites en Occitanie. Mais c'est vrai, on a des partenaires à la fois académiques, industriels, sur Toulouse. C'est un vrai projet Occitanie. Oui, c'est pour ça que la région nous soutient fortement. On la remercie encore donc, de l'accompagnement financier qui font pour que ça arrive. Non, voilà, je pense que là, on a de la chance, et je ne dis pas ça parce que Mme Lestang est là, mais on a de la chance, on est là. Il ne faut pas oublier, on est en termes d'investissement R&D, on est la première région française en termes de pourcentage de PIB, bien entendu, pas en volume complet, mais en pourcentage de PIB, mais également que ce soit R&D industriel et R&D académique, et également on est la première région en financement de R&D académique. Donc là où c'est intéressant, et surtout sur le côté Occitanie-Est, c'est de développer du business dans notre belle région. Il y a combien d'emplois à la clé? Si tu peux me donner un calendrier aussi. Emmanuel. Donc, le nombre d'emplois sur la phase donc, de R&D, c'est la création nette de 3 emplois. Donc, sur la phase de R&D. Après, sur la phase de commercialisation, forcément, c'est plusieurs dizaines d'emplois qui pourraient être créés en fonction du volume. Forcément, c'est toujours en fonction des pays qu'on va adresser, en fonction donc, du mode de commercialisation qu'on va choisir. C'est aussi la phase de ces 3 ans pour arriver à définir ce qu'on le fait en direct, ce qu'on le fait en distribution. Enfin, bon, il y a plein de modes de distribution et c'est là où l'échange avec les utilisateurs va être très important. C'est comment eux, ils voient aussi l'adressage de ce marché et on va pouvoir adapter ainsi le mode de commercialisation et donc les emplois en fonction. Et donc, combien d'emplois locaux? Voilà, ça va être donc déjà 3 pour les prochaines années et après 15, je pense, environ. Et si je peux me permettre, j'en profite qu'Ariel soit là, c'est à la fois pour le World Package 2, c'est l'association de l'espace et de la mer. Et je pense que là aussi en Occitanie, on a une carte à jouer. On a une façade maritime. On a des acteurs majeurs dans le domaine du spatial. Donc, c'est relativement intéressant de proposer des solutions technologiques et logicielles qui associent le monde du satellite et le monde maritime pour de l'Internet des objets. Je rebondis juste ce que vient de dire Philippe. Excuse-moi Yves, j'ai été plus rapide. Effectivement, Emmanuel a cité la constellation Kinéis tout à l'heure, donc qui est une constellation mise en place par le CNES et CLS. Mais aujourd'hui, il y a un très très gros enjeu
sur la filière, ce que l'on appelle la filière nano, hein, filière de développement de la filière nanosat. Le CNES aujourd'hui, tous les 2 matins, ils ont des réunions stratégiques sur cette stratégie nanosat qui est en train d'exploser avec des vraies volontés de remplir des usages. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé là aussi à un saut d'usage, hein, comme l'appelait notre cher ami Alain Foucaran. Hein. On a eu la révolution technologique, le saut des technologies. Aujourd'hui, on est vraiment dans le saut des usages et on voit bien que tout ce qui se développe aujourd'hui, hein, à la suite du lancement de la constellation Starlink d'Elon Musk, on voit bien qu'aujourd'hui, tous les pays, et notamment l'Europe et plus particulièrement la France, veulent rattraper un petit peu le retard. Même Kinéis a été lancé, mais pas encore tout à fait opérationnel. Et il y a dans les cartons maintenant de nombreux plans de développement de constellations nano pour répondre à des usages plus uniquement, bien entendu, de l'observation et de la collecte de données en tant que telle, mais vraiment de la réponse aux usages, de l'Internet des objets, de la donnée montante et descendante pour le pilotage, pour un certain nombre d'usages. Et ça, c'est très intéressant, ce qui est en train de se développer. Donc, notre projet s'inscrit aussi dans cette évolution technocentrée. Oui, je voulais intervenir également pour dire que dans ce projet, tout concourt pour fournir aux participants une expertise de haut niveau en matière de mesure en mer. Et c'est une expertise, enfin, on parle vraiment d'une innovation de rupture dans le domaine de la mesure en mer, puisqu'actuellement, il n'existe pas de système qui soit autonome, énergétiquement, communiquant, anti-biofouling et qui permette de faire du monitoring en mer en temps réel et de manière autonome. Donc, toute cette expertise, cet effort de recherche et développement doit contribuer à la constitution d'un pôle d'expertise qui pourrait se constituer autour des partenaires du projet, Sinox et l'IES, et constituer une compétence collaborative régionale dans le domaine de l'innovation et d'économie maritime. C'est vraiment un des enjeux du projet également, c'est de constituer une expertise en matière de mesure en mer en Occitanie et voilà, autour des partenaires du projet. Excusez-moi, quand vous dites autonome énergétiquement, là sur cette innovation, c'est-à-dire comment on va faire fonctionner tous ces capteurs? Alors, les capteurs, il y a plusieurs work packages. Donc, dans certains work packages, les capteurs sont envisagés comme étant alimentés par des sources externes d'énergie. Dans les work packages où on vise l'autonomie énergétique, il s'agit donc de capteurs qui seraient donc dotés d'un accumulateur, d'une batterie. Et cette batterie pourrait être rechargée par des techniques d'énergie harvesting, c'est-à-dire en utilisant des sources d'énergie issues de l'environnement immédiat du capteur. On peut exploiter les courants marins, on peut exploiter la houle, on peut exploiter les différences de température, surface mer, par exemple, air-mer. Le delta de température air-mer peut permettre de générer alors des courants très faibles, mais en même temps permanents, qui peuvent contribuer à assurer l'autonomie énergétique d'un dispositif. Alors l'autonomie énergétique s'envisage également par une étude approfondie de la consommation des dispositifs. Donc, il faut qu'on conçoive, et c'est un des défis du projet, des dispositifs qui soient très peu gourmands en énergie, avec des architectures électroniques très, très étudiées, et également des stratégies de communication des données extrêmement performantes pour permettre cette autonomie et permettre de disposer de systèmes qui consomment très, très peu. Voilà, donc l'autonomie est envisagée sur le volant fourniture d'énergie par des procédés d'énergie harvesting et sur l'autre volant par un travail très, très, très précis sur la consommation des dispositifs. Pour compléter, pour généraliser, ce qu'il faut savoir, c'est que
effectivement, on parlait de cas d'usage. Il y en a qui diraient plutôt techno-push et market pool. C'est assez étrange pour un directeur de laboratoire de parler comme ça, mais on est bien conscient maintenant que les laboratoires de recherche, l'argent public, globalement, il y en a de moins en moins. Un labo comme l'IES qui développe en son sein des capteurs a besoin de ressources technologiques relativement importantes. Donc, quelque part, on assiste à une évolution des mentalités dans le monde de la recherche où, main dans la main, on travaille avec les industriels pour répondre à des cas d'usage. Et donc, on met en œuvre un certain nombre de technologies qui vont répondre aux enjeux de qualité de mesure, on va dire de frugalité énergétique. Voilà, donc c'est vraiment bon, je ne sais pas si on l'a été, mais on sort de notre tour d'ivoire dans lesquels certains de nos citoyens pourraient nous voir. On sort de notre tour d'ivoire pour vraiment aider à notre à notre humble niveau les acteurs socio-économiques, parce que je pense que là, si clairement il n'y a pas les laboratoires de recherche et les industriels qui sont main dans la main, on voit très bien que le monde avance. Certains disaient elle tourne encore, hein, voilà. Et donc il faut qu'on soit. Je pense que voilà, ça c'est une évolution des mentalités au niveau de la recherche. Et ça, la région l'a bien compris et elle aide vraiment à ce qu'il y ait des partenariats très forts entre les entreprises et les laboratoires. Le projet montre bien les synergies qu'il peut y avoir avec un laboratoire régional, une entreprise PME, des startups, des end-users sur un nouveau domaine. Donc là, on a tout en fait, hein. Donc, on a tout en même temps. Et donc, ça va être une belle vitrine, en tout cas, de synergie qu'il peut y avoir en région. C'est pas forcément évident pour discuter avec beaucoup de collègues, donc entrepreneurs et industriels, de travailler avec des écoles ou des laboratoires de recherche dans des choses qui sont concrètes, opérationnelles, commercialisables. C'est une chose de travailler sur de la donnée, sur un algorithme, sur un procédé, mais c'est autre chose d'être vraiment dans une démarche industrielle, en fait. Donc, c'est rare. Là, on avait dit jusqu'à 16h, il est 16h, on a tenu un peu notre timing. S'il y a d'autres questions, on veut bien les prendre. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Une question d'Ariel Fou. Non, ce n'est pas une question, je dois malheureusement vous quitter parce que j'enchaîne. Donc voilà, je voulais vous remercier à tous ceux qui se sont branchés sur cette présentation et cette conférence de presse. Et puis, je pense qu'on se reverra bientôt tous autour de bons échanges. Oui, on se revoit tous. Ah, mais je vois qu'il y a Antoine, donc, le mari, qui nous a rejoint, donc de la région, un peu enfin. Bonjour Antoine, donc, je suis désolé, tu n'as pas eu toute la présentation, mais tu connais parfaitement le dossier. Oui, bonjour. Moi, je suis simple technicien ayant accompagné le projet pour la région. Voilà, tout ce que je peux dire très rapidement, c'est qu'en effet, le caractère collaboratif du projet est quelque chose qui tient à 100% à la région. On est en plein dans le Green New Deal et les ambitions de Carole Delga sur ce beau projet en mer. Donc voilà, on est à 100% en phase avec le développement des synergies. Alors, on peut que souhaiter pleine réussite. Merci Antoine. En tout cas, c'est parti. Donc c'était le lancement. Donc on se revoit bientôt et on donnera des informations très régulièrement. En tout cas pour les early adopteurs, vous allez très bientôt contacter par toutes nos équipes, donc pour pouvoir échanger. Juste une précision, est-ce que vous pourriez nous faire repasser la présentation? Comme ça, moi, je pourrais la relayer auprès de mes collègues des ports de plaisance d'Occitanie. Et comme ça, on vous invitera à la prochaine commission transition numérique que l'on organise. Très bien. Merci Michel. On va transmettre tout ça. Merci beaucoup à tous. Bonne fin d'après-midi. Et merci. À très bientôt pour la suite. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.